Bonsoir Jean-Marc Ayrault. Bonsoir. Vous étiez au Bourget cet après-midi, bien sûr, pour le discours de François Hollande. 1h25 de discours, beaucoup d'enthousiasme dans la salle, incontestablement. On va parler de ce discours avec vous. Vous demandez des précisions, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique. En deuxième partie d'émission, vous aurez un débat avec Xavier Bertrand, le ministre du Travail. Tout de suite, je vous propose d'écouter un extrait de ce discours prononcé par François Hollande. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et aboli les privilèges de la nuit du 4 août 1789. C'est pour l'égalité que le peuple s'est soulevé en juin 1848. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt citoyen sur le revenu. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. Est-ce que c'est un passage qui relie finalement sa campagne à toute la trame de l'histoire de la gauche, qui l'inclut dans l'histoire de la France finalement? Est-ce que c'est de nature à faire taire les critiques qu'on a entendues ces dernières semaines au sein du Parti socialiste sur un manque de gauche chez François Hollande? Mais il y avait une ferveur. Et vous voyez, ce moment, moi, m'a beaucoup ému. Parce que, au-delà de la gauche, c'est François Hollande, un homme libre. Un homme libre, mais avec la force de la conviction. L'envie de redonner aux Français la fierté d'eux-mêmes, de montrer que la France a un avenir et qu'elle ne l'aura que quand elle restera fidèle à ce qu'elle est, cette âme de la France, mais qui est à la fois celle de la République et pas seulement de la gauche, celle de la justice, de l'égalité. Et donc ce rappel des profondeurs de notre peuple, de ce qui le rassemble lorsqu'il doute de lui-même. Aujourd'hui, la France doute d'elle-même. Les Français sont pessimistes. Mais il a voulu dire aux Français qu'il avait une conviction, c'est que la France peut réussir, que la France a un avenir. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Et elle ne l'aura que si elle est capable d'affronter les réalités, les plus dures réalités d'aujourd'hui, que par la voie de la justice et de l'égalité. Et c'était bien qu'ils le disent parce qu'on a senti que ça venait de profond. Ça venait du profond de lui-même. Il l'a raconté très bien. Et je crois que pour les Français, c'est une garantie. À ceux qui s'interrogeaient sur François Hollande, sur sa personnalité, son caractère, sa capacité à décider, d'être le chef, franchement, ce soir, ceux qui hésitaient seront convaincus que non seulement il est capable d'avoir l'entraînement... a applaudi. Mais tout le monde a applaudi. Moi, j'étais là où j'étais, quelles que soient les sensibilités, l'histoire de chacun, les primaires, il y avait une ferveur partagée. Et je sais que par les échos que j'ai pu avoir, par SMS ou par téléphone, quelques instants après, par ceux qui ont suivi, notamment grâce à votre chaîne, eh bien, il y avait une forme d'espérance qui était en train de monter. La France peut réussir. Elle peut donner à toutes les générations, en particulier la jeunesse, un avenir. Elle peut redevenir forte et fière d'elle-même. Alors, on va voir ça plus en détail. Et François Hollande, il a rappelé simplement une obligation qui était la sienne. On l'écoute. Tout dans ma vie m'a préparé à cette échéance. Mes engagements, mes responsabilités, mes réussites, mes épreuves. Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente. C'est moi qui porte votre espoir. C'est moi qui porte l'obligation de gagner. C'est moi qui va, dans ce combat, vous conduire à la victoire, celle que vous attendez depuis trop longtemps. 10 ans déjà, 10 ans. 10 ans qu'une droite s'est installée au pouvoir. Monsieur Ayrault, aujourd'hui encore, Pierre Moscovici a la victoire. Est-ce qu'on peut vraiment y croire dans la mesure où Pierre Moscovici, encore ce matin, dans Le Parisien, disait que la gauche pouvait perdre, que la droite pouvait perdre, mais la gauche n'a pas encore gagné. Alors qu'est-ce qui peut faire perdre la gauche, selon vous? Je crois qu'on ne gagne pas une élection simplement parce que le bilan du sortant est catastrophique. La France est en mauvaise situation. La France s'est affaiblie et elle est devenue plus injuste. Et elle est surtout plus divisée face aux défis qui sont les siens pour les relever et réussir le changement.
Et donc il y a un doute, beaucoup de Français doutent de la capacité à transformer les choses. Il y a une forme de résignation qui s'installe chez certaines personnes. Il y a des gens qui souffrent tellement, qui sont parfois tentés de renverser la table en votant un vote protestataire, sachant très bien qu'il n'y aura pas de solution. Donc il appartient au candidat François Hollande, et je crois que cet après-midi, il a réussi cette performance, de montrer qu'on peut changer les choses, qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'il a dit « j'ai un seul adversaire ». Il n'a pas de nom, on ne le voit pas. C'est la finance. On y reviendra tout à l'heure. Oui, mais c'est important de montrer que dans son propos, vous sentez le ton là qui est le sien. Il ne veut pas se résigner et il pense que la France, au plus profond d'elle-même, a les ressources nécessaires à condition qu'elle aille sur les priorités et qu'elle soit juste pour réussir. Justement, M. Ayrault, est-ce que vous pensez qu'avec ce discours, comme Nicolas Sarkozy en 2007, est-ce que François Hollande a fait la différence? Écoutez, la différence, elle se fera le jour de l'élection. S'il y a bien quelqu'un qui en ait conscience, c'est François Hollande. Il a lui-même dit « Je suis humble, je suis modeste dans mon appréciation des choses, mais je suis ambitieux dans ma volonté de changer les choses et donc je m'engage pour la France. Je n'ai aucun autre intérêt personnel, je m'engage que pour la France parce que je sais qu'elle peut réussir. Mais il faut convaincre jusqu'au bout. Et donc la campagne, c'est une adhésion. Je crois qu'un cap a été franchi cet après-midi. Cette semaine, il y a d'autres rendez-vous. Il y a celui de la présentation du projet, jeudi matin. Il y a cette grande émission sur France Télévisions, en direct avec les Français. Et donc c'est une semaine, j'allais dire, fondatrice de l'espérance pour la France. Alors la campagne, c'est une adhésion. Dites-vous, je vous propose d'écouter la réaction de Martine Billard, qui est aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche. Elle est moins enthousiaste. Oui, on va écouter. Ça peut se comprendre. Vous allez répondre. Hollande avait promis de sortir de l'ambiguïté. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste encore beaucoup de flou. J'en ai relevé au moins 3 sur l'Europe, parce qu'il nous dit qu'il faut une autre Europe, mais à aucun moment il ne remet en cause tout le cours libéral de l'Europe. Et ça a des conséquences très précises, notamment sur nos services publics, sur les privatisations qui ont été rendues obligatoires par la directive. Aucun mot sur cette question. Aujourd'hui, les Français, ils ont 2 grandes inquiétudes. L'emploi, les salaires. Le moins qu'on puisse dire, ce sont 2 thématiques qui n'ont été pas abordées par François Hollande, et les salaires, pas du tout, carrément. Donc ça, par rapport aux attentes de nos concitoyens, je pense qu'il est un petit peu à côté, là. Et justement, allez-y. Je ne vais pas répondre point par point à Martine Billard. Non, mais sur les salaires. Sur les salaires, par exemple, Jean-Luc Mélenchon propose un SMIC à 1 500 €. Est-ce que c'est possible? Écoutez, il y a une gauche qui parle fort, traditionnellement, mais ce n'est pas celle qui agit le mieux ou qui agit le plus. L'histoire l'a montré. Et au-delà de ça, j'ai entendu plusieurs choses dans ce qu'a dit François Hollande. La nécessité de réorienter la politique économique, financière de l'Europe. On ne peut pas continuer comme ça, d'aller de plan d'austérité en plan d'austérité. Il a dit très clairement que si c'est seulement ça qu'on proposait aux Européens, il y aura un découragement et une démobilisation, mais surtout on ne réglerait rien. Et sur les salaires, il a parlé de la justice. Il a parlé par exemple de l'égalité entre hommes et femmes sur les salaires. Et il a parlé aussi à travail égal, salaire égal. Mais il y en a qui attendent des chiffres. Oui. Écoutez, on n'est pas en train de donner des chiffres. On rentrera jeudi plus en détail sur le projet. C'est un engagement qui a été pris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer avec la société des privilèges dans laquelle nous sommes. Et il l'a dit très clairement. La société des privilèges, c'est-à-dire qu'il y a, par la réforme fiscale qu'il veut faire, c'est-à-dire mettre sur le même plan la taxation du capital et de la rente sur le travail, comme il a dit, il y a ceux qui s'enrichissent en dormant. Ben oui, mais c'est une réalité qui n'a jamais été si forte que jusqu'à maintenant. Si vous voulez du pouvoir d'achat, si vous voulez de la justice, si vous voulez de la redistribution, alors il faut engager cette grande réforme fiscale qu'il a annoncée et qui donnera du pouvoir d'achat aux classes populaires et aux classes moyennes. Parce qu'aujourd'hui, qui paye le plus les efforts qui sont portés par les Français, c'est les classes populaires et les classes moyennes. Il faut rompre avec ça. Et là, vous donnerez du pouvoir d'achat. Ça, c'est concret. Monsieur Ayrault, sur l'emploi, par exemple, on veut du concret, enfin les gens veulent du concret. Par exemple, si François Hollande était élu président de la République, qu'est-ce qu'il ferait et quelles mesures prendrait-il concrètement sur le Jabi, par exemple? C'est un exemple concret. Qu'est-ce qu'il ferait pour ces gens-là? Là, on a une entreprise qui délocalise. Et qui délocalise parce que les salaires en Tunisie sont beaucoup plus bas. Ce n'est pas la réforme de la TVA que propose le gouvernement qui va changer quoi que ce soit. Il y a une telle différence entre les salaires en Tunisie et en France que cette entreprise a décidé de partir là-bas. Et moi, je trouve ça choquant. Et François Hollande a fait une proposition très concrète.
c'est que toutes les entreprises qui délocaliseraient seraient brutalement sanctionnées et taxées. Elles devraient rembourser, mais pas dans 3 ans, 4 ans, tout de suite, toutes les aides dont elles ont bénéficié. La plupart des entreprises ont obtenu des aides. C'est certainement le cas de cette entreprise. Il y en a beaucoup d'autres. Si on veut continuer avec la fuite en avant que le gouvernement veut proposer, c'est-à-dire baisser les salaires, les accords dits de compétitivité qu'il envisage, c'est-à-dire faire payer les salariés par la TVA sociale, supprimer les 35 heures. On a un exemple concret. C'est Continental. On en a beaucoup parlé de cette entreprise. Absolument. Eh bien, à cette entreprise, on a d'abord proposé aux salariés baisser les salaires, augmenter la durée du travail. Ils ont quand même délocalisé. Donc vous voyez que ce n'est pas la solution. Alors, François Hollande a parlé en creux, sans le citer, du Front National, un parti qui capte des voix à gauche, enfin dans les milieux populaires plus exactement, mais qui, dit-il, n'a jamais rien fait pour ces classes populaires. Qu'est-ce que vous redoutez le plus finalement? Un 21 avril à l'endroit ou un 21 avril à l'envers? Je redoute, François Hollande a été très clair là-dessus, que le choix ne se fasse pas sur des bases claires, qu'il ne se fasse pas entre les solutions de la gauche, celle qu'incarne François Hollande, au deuxième tour de l'élection présidentielle, et celle de la droite, avec Nicolas Sarkozy. Il y a un précédent. En 2002, par une dispersion des voix, par peut-être le manque de réponse à certaines questions que se posaient les Français, on a eu un deuxième tour, Jacques Chirac, Marine Le Pen. Bien entendu, au deuxième tour, Jacques Chirac a été élu à 80%. Mais que s'est-il passé? S'agissait-il d'un vrai choix? C'était le choix de dire non à l'extrême droite. Mais Jacques Chirac a été élu. Qu'a-t-il fait? Quelle réforme a-t-il engagé? Qu'a-t-il apporté au pays? Hérault, ça serait un cauchemar pour vous de vous retrouver face à Marine Le Pen? C'est un cauchemar pour la France. Au deuxième tour? C'est un cauchemar pour la France. Parce qu'il faut que les deux options réelles entre la droite et la gauche, et là je ne dis pas que les jeux sont faits d'avance. Justement, ils ne sont pas faits. Et il faut éviter que la France fasse un non-choix. Ce soit seulement le choix du rejet. D'un côté, le rejet de la politique de Nicolas Sarkozy, de l'autre côté, le rejet de Marine Le Pen. Il faut faire le choix d'une autre politique, d'une autre voie. François Hollande a eu raison de dire que... Mais quelles conséquences ça aurait pour vous si François Hollande était face à Marine Le Pen au deuxième tour? Mais ce serait dramatique parce que le choix se ferait autour d'un consensus républicain, mais pas que sur les options que propose François Hollande pour redresser le pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan fiscal, sur le plan environnemental, sur le plan éducatif, et sur le plan de la réorientation de l'Europe. Parce que, un mot sur Madame Le Pen. Elle joue sur les peurs, elle joue sur la misère, elle joue sur la colère, elle joue sur l'exaspération d'une partie de gens qui ont l'impression d'être abandonnés, qui ont l'impression d'être laissés pour compte et qui se disent il y a un adversaire, c'est l'étranger, il y a un adversaire, c'est l'État, il y a un adversaire, c'est... Mais l'extrême droite propose quoi pour ces gens? Elle propose de sortir de l'euro, c'est-à-dire la ruine des petits épargnants, la ruine des personnes âgées, la ruine des ouvriers, des travailleurs, parce que la dette qui a été contractée en euros, il faudrait bien la rembourser, même si on était en francs. Donc c'est la ruine de la France. Donc nous voulons des solutions. Et à ces hommes et à ces femmes qui souffrent, qui souffrent parfois, y compris du manque de considération, y compris de l'insécurité, je leur dis, comme l'a dit cet après-midi François Hollande, c'est à vous que nous adressons en priorité pour redonner de la confiance, de la justice et de l'autorité. Mais en attendant, M. Hérault, Jean-Luc Mélenchon vous rend responsable de la montée de Marine Le Pen parce qu'il dit que sur le terrain, on ne voit que le Front de gauche et le Front National. Le Parti Socialiste a complètement déserté le terrain. J'espère que Jean-Luc Mélenchon a bien réfléchi avant de dire ça. Les responsables du vote du Front National, c'est la désespérance sociale. C'est le symptôme d'une France blessée. Mais pourquoi avez-vous déserté le terrain, M. Hérault? Mais venez à Nantes, vous verrez si j'ai déserté le terrain. Vous verrez ce qu'on fait dans les quartiers avec les populations. Vous croyez qu'on déserte le terrain? C'est une invention, cette désertion du terrain. Non, parce que la classe populaire, elle se sent complètement oubliée. Eh bien, quand ils votent aux élections municipales, vous savez, ils ne se trompent pas. Ils ne votent pas pour le Front National. Ils votent pour Jean-Marc Ayrault et son équipe et sa majorité. Parce qu'ils savent que nous, on ne les laisse pas tomber. Parce que là, je suis à leur côté. Et j'ai envie qu'à l'échelle de la France, à l'échelle nationale, avec François Hollande, et il l'a dit ce soir, avec beaucoup d'ampleur, beaucoup de force, je serai à leur côté, les ouvriers, les employés, ceux qui souffrent le plus de tous les maux que la France connaît aujourd'hui. La jeunesse, en particulier dans certains quartiers, 25%, 30%, 40% de chômeurs. Vous croyez que c'est un avenir pour ces personnes, pour cette jeunesse de la France et leurs parents? Alors c'est ça qu'il faut changer. C'est vrai, il faut changer ça. Mélenchon dit, mais ils ne sont pas là, les socialistes, on ne les voit pas. Oui, bon, écoutez, tout ce que je vous décris là, moi je ne vois pas non plus les amis de Jean-Luc Mélenchon sur le terrain, donc je ne veux pas vivre sur une fiction. D'accord. Voilà. Allez, je vais vous faire entendre maintenant la réaction de Valérie Rousseau-Debord de l'UMP. Non, là, je vous connais déjà. Allez-y.
être irréprochable en matière notamment fiscale et qui fait intervenir en première partie de son meeting un chanteur qui doit 580 000 € au fisc français n'est pas crédible. Deuxième élément, un homme qui prétend inscrire dans la Constitution française la laïcité alors que l'article 1er de la Constitution française indique que la France est une république une indivisible, sociale et laïque, manifestement ou ne connaît pas notre Constitution ou alors ment et est en démagogie avec les Français. Il faudra trouver des arguments plus solides pour convaincre. On sent le désarroi de l'UMP ce soir. Je pense que la nostalgie de Villepinte, il y a 5 ans, c'est du passé. N'en parlons plus. Je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'ils fassent, les gens qui sont au pouvoir ont un bilan et ils ont des comptes à rendre. Ils ont un résultat. Vous savez, ce quinquennat, il a commencé dans l'indécence. Nicolas Sarkozy, le soir de son élection, a réuni tous ses amis, tous ceux qui avaient à gagner à sa politique financière et fiscale au Fouquet's. Ce quinquennat a commencé dans l'indécence au Fouquet's et il se termine comment? Je vous le dis, il se termine par la récession, le chômage à 10%. Et bientôt avec la TVA à 24%. Donc je comprends l'embarras après le discours de François Hollande que l'UMP soit bien incapable TVA à 24%, on va voir. Mais enfin, bon, on verra. En tout cas, allez, une autre réaction. On posera la question à M. Bertrand. J'espère qu'au moins il aura le courage de répondre. Celle de Jean-Luc, tout à l'heure, voilà, vous pourrez lui poser la question. J'espère. Celle de réaction maintenant de Jean-Luc Benamias du MoDem. C'est un des adjoints de François Bayrou. On sent bien qu'on est maintenant parti, la campagne est à peu près démarrée, en tout cas chez les hommes et les femmes politiques. Voilà. Ma première réaction, c'est qu'il crée de fausses structures, notamment par rapport à l'histoire de la laïcité. Plus laïque que François Bayrou, ça n'existe pas. Plus défenseur que la loi de 1905, c'est nous, avec François Bayrou et le mouvement démocrate. Mais clairement, créer de fausses divisions dans le pays ne sert strictement à rien. De fausses ruptures. On a besoin d'un pays rassemblé autour de l'ensemble des démocrates pour reconstruire la République, pour reconstruire l'Union européenne. Alors, Monsieur Ayrault, seul Bayrou peut rassembler parce qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Alors, est-ce que pour vous, François Bayrou, c'est un allié potentiel ou... D'abord, sur la laïcité que François Hollande veut inscrire dans la Constitution, c'est une bonne chose. La laïcité, c'est un bien commun. Mais elle est déjà inscrite dans la Constitution, article 1, qui dit que la France est une république laïque, démocratique et sociale. Oui. Mais c'est la séparation des églises et de l'État qu'il veut inscrire, la loi de 1905. Et c'est bien de le rappeler, avec les tendances communautaristes qui peuvent exister. Et je pense que ça rassemble les Français, de toute conviction, croyants ou incroyants, de toutes les religions. C'est une sécurité, une garantie qu'on donne à la République et à ses citoyens. De vivre dans la paix civile, dans la paix de la tolérance et du vivre ensemble. Et donc je suis très étonné de cette réaction. C'est une chance pour la France. La France est le pays qui a ce patrimoine extraordinaire de la laïcité et que dans des périodes difficiles, il faut sans cesse faire vivre, mais pas en excluant les uns ou en stigmatisant les autres. Ça, c'est un message qui est quand même très fort et qui est reçu par une immense majorité de Français. Mais au-delà, vous me parlez de François Bayrou. Pour en revenir à François Bayrou. Écoutez, François Bayrou, pour l'instant, je j'entends aucune proposition de François Bayrou. On ne sait pas s'il est à droite ou s'il est à gauche. Et je ne vois pas bien les solutions qu'il propose au pays. Sinon, une posture, une image qu'il veut produire. Mais la question, dans une période de crise, comme celle que nous connaissons, la difficulté à redresser la France. Il faudra unir les forces, mais pas les unir de façon ambiguë. Si le choix des Français se fait au deuxième tour dans la clarté, ce que je souhaite, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors il faudra ensuite une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas envie qu'on revienne au passé, de ces majorités à géométrie variable en fonction des projets, un peu comme ça s'est passé sous la 4e République, une forme d'instabilité. Eh bien, il faut de la stabilité, il faut de la confiance. Et François Bayrou est incapable de la proposer au peuple français. Monsieur Ayrault, est-ce que vous estimez qu'avec ce discours, François Hollande a mis fin aux craintes de ceux qui redoutaient une victoire par défaut, justement? Mais vous savez, si on veut permettre à la France de se redresser, de se retrouver plus forte, plus confiante, plus juste, plus influente dans le monde, d'abord en Europe, eh bien, il ne faut pas que ce soit une victoire par défaut, il faut que ce soit une victoire par adhésion. Le rejet de Nicolas Sarkozy, il est considérable. Et ce soir, est-ce qu'il a balayé ça? Ce soir, François Hollande a franchi une étape décisive. Et vous allez encore le voir cette semaine, avec les propositions plus détaillées, mais il les a déjà en partie formulées aujourd'hui. Elles sont concrètes, elles sont claires, elles sont nettes. Qu'est-ce qui a fait ce déclic, monsieur Ayrault? Pardon? Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Parce que vous me dites, c'est juste à partir de ce soir. Mais non, c'est pas qu'à partir de ce soir. François Hollande se préparait à un rendez-vous, on va dire, fondateur.
Et après l'élection primaire, il y a eu ce grand meeting de ratification, qui était un grand meeting à la halte Fresnay. Mais depuis, qu'est-ce qu'il a fait, François Hollande? Il a parcouru la France, il a rencontré les Français, il a écouté, il a abordé beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, déjà apporté des réponses. Il était encore jeudi à Nantes, où il s'est adressé au monde de la culture. Il a eu ce débat remarquable avec Stéphane Hessel, qui parlait au nom des indignés, mais qui en même temps a beaucoup d'amitié, d'affection et de soutien pour François Hollande, mais il a souhaité qu'il soit plus fort, encore plus déterminé. Et il savait, François Hollande, qu'il y avait ce rendez-vous. Il s'y est profondément préparé, je peux vous le dire. Il a médité, réfléchi, et ce discours, il ne vient pas de nulle part. Il vient du plus profond de lui-même. Il vient aussi de tout ce qu'il a entendu, écouté depuis des années, toute la France qu'il visite, du profond de la Corrèze aussi, qu'il connaît bien, et qui est aussi une partie de la France. Et puis, ce discours, je vais terminer par ça, ce discours, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit. C'est vraiment le discours de François Hollande. Et ça, c'est une garantie que quand il parle, il dit des choses qu'il pense profondément, il s'engage et il tiendra ses engagements. Alors, encore un point du discours, avant de passer à l'économie, que nous n'avons pas évoqué, c'est l'Afghanistan. Oui. Il a confirmé une position qui est d'ailleurs la sienne depuis plusieurs mois. Absolument. Incontestablement. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment opportun de rappeler cette position alors que des soldats français viennent de mourir et qu'il y a une difficulté, c'est que si les soldats français quittent l'Afghanistan, ça veut dire que la région qu'ils contribuent à contrôler à l'heure actuelle, qui est une région stratégique parce qu'elle fait écran entre la capitale Kaboul et les zones tribales dans lesquelles se trouvent les rebelles, les talibans, va devenir une région contrôlée par les talibans. Oui, c'est-à-dire que ça mettra fin à la possibilité d'empêcher que l'Afghanistan ne redevienne une base de terrorisme international. Est-ce que nous avons vocation, la France ou d'autres, à rester indéfiniment en Afghanistan pour contrôler, diriger ce pays à la place des Afghans? La question a été posée depuis des années. L'armée afghane, la police afghane, le gouvernement afghan doivent prendre leurs responsabilités. Pourquoi sommes-nous encore en Afghanistan? Pourquoi y étions-nous depuis le début, 11 septembre 2001? Moi, j'étais déjà président de groupe, c'était Lionel Jospin, le Premier ministre, je me souviens très bien, j'ai même parlé à l'Assemblée nationale pour soutenir cette intervention. Oui. Parce que nous considérions à ce moment-là qu'il y avait un pays en état de légitime défense. C'était les États-Unis d'Amérique. Et que nous avions le devoir de les soutenir, d'être solidaires. Le président Chirac et Jospin ont décidé en ce sens. Nous avions un objectif. Quand on s'engage de cette façon, il faut clairement définir les objectifs. L'objectif, c'était éradiquer le pouvoir d'Al-Qaïda sur place. Cet objectif a été atteint. Ah, mais les talibans sont toujours là. Je distingue les talibans et le pouvoir d'Al-Qaïda qui a été détruit sur le sanctuaire afghan. Et depuis, vous avez vu que Ben Laden lui-même a été mis hors d'état de nuire. Les objectifs du début ont été atteints. Et donc maintenant, il faut amorcer un départ. Plusieurs fois à l'Assemblée nationale, nous avons pris position. François Hollande l'a confirmé. Sa décision, c'est qu'à la fin 2012, les soldats français qui ont fait un travail remarquable, au péril de leur vie, on voit le drame qu'ils vivent aujourd'hui, avec leur famille, c'est un assassinat. Et donc François Hollande a eu des mots, je dirais, de respect et plus que de compassion à leur égard, parce qu'on les admire, ces hommes qui se battent pour la France lorsqu'on leur demande d'accomplir une mission. Et en même temps, la France a le devoir d'être claire, amorcer le retrait pour qu'il soit terminé à la fin 2012. Bien sûr, il y aura encore des choses à terminer, notamment tous les matériels qu'il faudra rapatrier peut-être à la mi-2013, mais en tout cas pour nos soldats, c'est François Hollande qui le dit, s'il est élu président de la République, après en avoir discuté avec nos alliés dans le cadre de l'OTAN, qui se réunira juste après l'élection présidentielle, c'est un engagement qu'il tiendra et qu'il prend devant les Français.